Chaque année, en Allemagne, plus de 18 000 femmes sont victimes d'escroqueries romantiques. Les chiffres ne cessent d'augmenter et le nombre de cas non déclarés est probablement encore plus élevé. Les dommages financiers se chiffrent en millions, mais les cicatrices psychologiques sont souvent encore plus dévastatrices. Les auteurs exploitent délibérément la solitude des femmes allemandes, en particulier dans les situations de vacances où le seuil d'inhibition est plus bas et où le désir de proximité est particulièrement grand. Mais que se passe-t-il lorsqu'une connaissance de vacances inoffensives devient un plan perfide qui non seulement détruit une vie, mais brise toute une famille? C'est l'histoire de Martina, une femme de Francfort qui croyait avoir enfin retrouvé le bonheur. Elle ne se doutait pas qu'elle était systématiquement surveillée dès la première nuit, que des caméras fonctionnaient, qui faisaient des enregistrements qui devaient changer leur vie à jamais. Car ce qui a commencé comme une rencontre romantique a été dès le début un système sophistiqué qui l'a attirée pas à pas dans le piège. Lorsque Martina a réservé le vol pour la Tunisie, elle venait d'avoir 44 ans. Elle vivait à Francfort-sur-le-Main, travaillait depuis 20 ans comme employée administrative dans une compagnie d'assurance et était divorcée depuis près de 3 ans. La séparation d'avec son mari avait été douloureuse, longue et épuisante. Il l'avait quittée pour une collègue plus jeune et Martina avait mis des mois à fonctionner à nouveau. Sa fille de 19 ans, Sophie, vivait entre-temps à Hambourg, où elle avait commencé ses études. Pour la première fois depuis des décennies, Martina était vraiment seule. L'appartement à Francfort semblait soudainement beaucoup trop grand, le silence était écrasant. Ses collègues lui avaient toujours conseillé de s'offrir quelque chose, de sortir, de profiter à nouveau de la vie. Alors, un jour, Martina a pris le courage de réserver une semaine de vacances tout compris en Tunisie. Pas par soif d'aventure ou d'intérêt culturel, mais simplement pour des raisons pratiques. L'offre était bon marché, le temps était censé être beau, et elle n'avait à se soucier de rien, exactement ce dont elle avait besoin maintenant. À l'aéroport, elle a écrit un message à sa sœur Claudia pour lui dire qu'elle était heureuse de pouvoir enfin se déconnecter. Pas de soucis, pas d'obligation, juste s'allonger sur la plage et se détendre. Claudia a répondu avec un emoji de cœur et le commentaire qu'il était temps. Martina sourit et rangea le téléphone. Elle n'avait aucune idée qu'elle était déjà systématiquement surveillée lors de l'enregistrement à l'hôtel, que leur arrivée, leur apparence, leur langage corporel ont été étudiés et analysés. Ce qu'elle considérait comme un pur hasard était en réalité un réseau sophistiqué spécialisé dans l'identification, la catégorisation et finalement l'exploitation des touristes allemandes. Martina s'intègre parfaitement dans le schéma du butin, célibataire, peu sûre d'elle, à la recherche de confirmation. Une cible idéale. L'hôtel était situé directement sur la plage, un vaste complexe avec plusieurs piscines, des restaurants et un grand espace bien-être. Martina a emménagé dans sa chambre au 2e étage, a déballé ses affaires et a décidé de faire une autre promenade sur la plage avant qu'il ne fasse nuit. L'air était chaud et humide. La mer était apaisante. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit la tension se relâcher dans ses épaules. Peut-être que ce voyage aurait été exactement ce qu'il fallait. Peut-être qu'elle pourrait vraiment se reposer ici. Le lendemain matin, elle était assise sur la terrasse du restaurant principal pour le petit déjeuner. Elle avait délibérément choisi une table dans le coin, ne voulait pas être au centre de l'attention, ne pas se faire remarquer. Mais c'est précisément ce qui les a rendus intéressants. Elle semblait vulnérable, repliée sur elle-même, quelqu'un qui avait besoin d'attention sans la demander. C'était le 3e jour de leurs vacances lorsque Yacine l'a vue pour la première fois. Il travaillait comme animateur à l'hôtel, avait une 20aine d'années, avait les yeux sombres et un sourire qui faisait immédiatement oublier toute prudence. Il parlait étonnamment bien l'allemand, presque sans accent, et a expliqué en riant qu'il avait vécu 2 ans à Berlin avant de rentrer en Tunisie. Martina était à la fois surprise et soulagée.
Enfin quelqu'un avec qui elle pouvait avoir une vraie conversation sans avoir à chercher constamment des mots. Yacine remarqua qu'elle voyageait seule et demanda prudemment si tout allait bien. « Elle a l'air un peu fatiguée, a-t-il dit, et en Tunisie, on pense que les personnes fatiguées ont tout simplement oublié de rêver. » Martina a ri. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle riait vraiment. Il lui a offert un thé à la menthe fraîche et s'est assis avec elle sans qu'on lui demande. Normalement, elle aurait trouvé cela intrusif, mais Yacine avait quelque chose de calme en lui, quelque chose de respectueux. Il n'a pas trop demandé, ne s'est pas imposé, il était juste là. Et c'est exactement ce qui a fait du bien. Ils ont parlé de l'Allemagne, de la vie à Francfort, de leur travail. Yacine écouta attentivement, hocha la tête, posa les bonnes questions. Il a parlé de sa famille, de sa vie à Berlin, des difficultés à s'implanter en Allemagne en tant que Tunisien. Martina s'est sentie comprise, vraiment perçue pour la première fois depuis longtemps. Son ex-mari n'avait jamais écouté, n'avait toujours parlé que de lui-même, de ses problèmes, de ses succès. Yacine était différent. Il s'intéressait à elle, à ses pensées, à ses rêves. C'était honnête, réel. Ce que Martina ne savait pas, c'est que Yacine avait déjà pris une photo d'elle le jour de son arrivée. Secrètement, avec son téléphone portable, alors qu'elle était allongée au bord de la piscine. La photo s'est immédiatement retrouvée dans un groupe WhatsApp de plus de 60 membres. Il a écrit à ce sujet, allemand, au milieu de la quarantaine, seul, peu sûr de lui. Parfait. En quelques minutes, il a reçu des instructions. Procéder lentement, renforcer la confiance, collecter des informations personnelles. Pas de précipitation. Les très gros poissons ont besoin de patience. Dans les jours suivants, Yacine est devenu le compagnon constant de Martina. Il a organisé pour elle une excursion à la Médina, lui a montré le plus beau coin de la plage, s'est assuré qu'elle avait toujours les meilleures chaises longues. Martina a apprécié l'attention. Elle se sentait enfin à nouveau perçue comme une femme, pas seulement comme une employée d'assurance divorcée. Yacine lui a parlé des traditions tunisiennes, de l'importance de la famille, de l'hospitalité de son peuple. Il lui a fait de petits cadeaux, un collier fait à la main, des dattes séchées du marché, une carte postale avec un poème en arabe qu'il lui a traduit. Martina était émue. Personne ne lui avait accordé autant d'attention depuis des années. Le soir, il s'asseyait souvent sur la plage, buvait du thé et parlait pendant des heures. Martina lui a raconté son mariage raté, la solitude, les peurs qui les tenaient éveillées la nuit. Yacine a pris sa main et a dit qu'elle était une femme forte, qu'elle méritait d'être heureuse, qu'elle n'est pas seulement la bienvenue en tant que touriste, mais aussi en tant qu'être humain. Martina sentit quelque chose s'ouvrir en elle, quelque chose qu'elle croyait fermé depuis longtemps. Le 5e soir, il l'embrassa. C'est arrivé tout naturellement, sous le ciel étoilé, tandis que la mer frappait doucement contre la plage. Martina n'avait pas embrassé un homme depuis plus d'1 an, et le contact a déclenché quelque chose en elle qu'elle avait presque oublié. Elle s'est laissée tomber, a éteint son esprit et l'a suivi dans sa chambre. C'était une petite chambre dans la salle du personnel de l'hôtel, meublée simplement mais propre. Yacine a allumé des bougies, a mis de la musique douce, tout semblait parfaitement mis en scène, et pourtant cela semblait réel pour Martina. Ils ont passé la nuit ensemble, et pour la première fois depuis le divorce, elle s'est sentie à nouveau vivante, à nouveau désirable. Ce qu'elle n'a pas vu, la petite caméra cachée sur l'étagère en face du lit. Ce qu'elle ne soupçonnait pas, que chaque mouvement, chaque mot, chaque moment intime était enregistré. Que Yacine avait déjà envoyé un message à ses complices pendant qu'elle dormait. Le matériel est de première classe. Demain, vous aurez tout. Martina s'est réveillée le lendemain matin dans les bras de Yacine et s'est sentie heureuse. Ils avaient encore 3 jours ensemble, puis elle a dû retourner à Francfort. Yacine a parlé de lui rendre visite, peut-être même de venir en Allemagne pour y travailler. Martina était prudemment optimiste. Elle savait que les romances de vacances avaient rarement un avenir, mais quelque chose sur Yacine semblait différent. Le dernier soir de leurs vacances, ils étaient de nouveau assis sur la plage. Yacine semblait pensif, presque mélancolique.
Il lui prit la main et dit qu'il avait des sentiments pour elle, qu'elle était importante pour lui, qu'il ne veut pas que cela ne reste qu'un flirt de vacances. Martina était émue, mais en même temps sceptique. Elle était assez âgée pour savoir que les mots pouvaient être bon marché, mais les yeux de Yacine semblaient honnêtes, sa voix ferme. Ils se sont promis de rester en contact. Martina lui a donné son numéro de portable, son adresse e-mail, même son adresse privée à Francfort. Elle voulait lui montrer qu'elle était sérieuse, qu'elle était prête à lui faire confiance. Une erreur, comme il s'avère plus tard. Une erreur fatale. Lorsque Martina a vérifié ses emails 3 jours après son retour, elle a trouvé un message provenant d'une adresse inconnue. Objet, de beaux souvenirs de Tunisie. Elle a ouvert le mail, s'attendait peut-être à une photo de la plage, un gentil message de Yacine. Au lieu de cela, elle a trouvé une photo d'elle-même, une photo prise par la fenêtre de sa chambre d'hôtel alors qu'elle se changeait. Son cœur s'est mis à battre, elle a continué à faire défiler vers le bas. Plus de photos. Vous au bord de la piscine, sous la douche dans l'espace bien-être, le sommeil sur la chaise longue, tous enregistrés secrètement, tous à leur insu. Elle a eu la nausée. Elle a pris son téléphone et a immédiatement appelé Yacine. Le numéro n'était pas joignable. Elle a réessayé. Boîte aux lettres. Encore et encore. Pas de réponse. Puis son téléphone a sonné. Un numéro inconnu de Tunisie. Elle s'est retirée avec hésitation. Une voix masculine, calme et déterminée, s'est présentée comme Tariq, un ami de Yacine. Ils ont besoin de parler de toute urgence. Martina voulait raccrocher, mais il a ensuite mentionné les vidéos. Des vidéos très privées d'elle et de Yacine, prises dans sa chambre. Le monde tournait. Martina a laissé tomber le téléphone. Martina était assise sur le sol de la cuisine de son appartement à Francfort, fixant son téléphone portable comme s'il s'agissait d'une arme pointée contre elle-même. La voix de Tariq résonnait encore dans sa tête, calme et sans émotion, comme s'il parlait de la météo et non de la destruction de sa vie. Elle avait raccroché le téléphone et lui avait demandé d'expliquer ce que tout cela était. Tariq avait ri, un petit rire sans joie, puis lui avait expliqué calmement que Yacine avait très bien parlé d'elle, de leur solitude, de leur peur, de leur situation financière. Elle était une candidate parfaite, a-t-il dit, comme si c'était un compliment. Le mot « candidat » s'est gravé dans la conscience de Martina comme une marque de brûlure. Elle n'avait jamais été un amour de vacances. Dès le début, ce n'était rien d'autre qu'une destination soigneusement choisie, une marchandise que l'on avait cataloguée et traitée. Tariq ne lui laissa pas le temps de se rassembler. Il lui a envoyé un autre email pendant l'appel téléphonique. Cette fois, il ne s'agissait pas de photos, mais de courtes séquences vidéo. Martina se força à regarder. La première vidéo la montrait avec Yacine dans sa chambre, dans une situation intime qui n'avait jamais été destinée aux yeux indiscrets. La qualité d'enregistrement était terriblement bonne. La caméra devait être positionnée de manière professionnelle. Martina a commencé à trembler. Elle se souvenait de cette nuit, du sentiment de sécurité et de confiance, des bougies, de la musique, du prétendu romantisme. Tout avait été mis en scène. Chaque geste, chaque mot, chaque regard. Yacine n'avait pas été un jeune homme amoureux, mais un acteur qui avait parfaitement joué son rôle, et elle était tombée dans le panneau comme une fille naïve. Tariq lui a expliqué d'un ton objectif qu'il serait très regrettable que ces vidéos apparaissent sur Internet. Il a particulièrement mentionné le compte Instagram de Sophie. Martina se figea. Comment a-t-il su pour sa fille? Tariq rit à nouveau, comme s'il avait lu dans ses pensées. Il a dit qu'il savait tout d'elle. L'université de Sophie à Hambourg, son adresse dans la résidence étudiante, ses heures de cours, même les noms de ses amis les plus proches. Martina sentit qu'elle était à l'air. Il ne s'agissait plus seulement d'elle-même. Il s'agissait de Sophie, de sa fille de 19 ans, qui ne savait rien de tout cela, qui vivait sa vie et faisait des projets pour son avenir. L'idée que Sophie puisse être confrontée à ces vidéos, que ses camarades de classe puissent les voir, que sa réputation puisse être détruite, était insupportable. Tariq a laissé passer l'information avant de continuer.
Sa voix est restée calme, presque amicale. Il a dit qu'ils avaient un choix facile, 15 000 €, et tous les enregistrements disparaîtraient à jamais. Plus de demandes, plus de pression. Martina regardait sa banque en ligne. 8 200 € de crédit total, c'était tout ce qu'elle possédait. Ses économies, l'argent pour les urgences, pour les études de Sophie, pour tout ce qui pourrait encore arriver. 15 000 € était pour elle une somme astronomique, tout comme Tariq aurait pu en réclamer 50 000. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas autant d'argent. Tariq soupira de manière théâtrale et dit que c'était vraiment dommage. Il devrait alors trouver d'autres moyens. Il a mentionné avec désinvolture que Sophie se rendait à la conférence dans le bâtiment C de l'université tous les mardis et jeudis à 8 h du matin. Toujours le même chemin, à travers le petit parc à côté du campus. La plupart du temps seule. Martina a crié au téléphone pour qu'il laisse Sophie tranquille. Tariq l'interrompit doucement. « Personne ne veut faire de mal à Sophie », a-t-il assuré. Mais les vidéos trouveraient leur chemin si Martina ne coopérait pas. Il lui a donné 1 semaine pour trouver l'argent. Puis il a raccroché. Martina s'assit encore 1 heure sur le sol de la cuisine avant même de pouvoir bouger. Tout son corps tremblait. Ses pensées se précipitaient. Que doit-elle faire? Elle ne pouvait pas aller à la police, pas avec ces vidéos. La honte était trop grande, la peur que tout puisse devenir public était paralysante. Mais où allait-elle prendre 15 000 €? Elle n'avait pas de famille chez qui aller. Sa sœur Claudia vivait elle-même de mois en mois, avait 3 enfants et un mari qui venait de se retrouver au chômage. Elle n'avait pas d'amis à qui elle pouvait confier autant d'argent. Ces dernières années, elle s'était retirée, n'avait pratiquement plus de contacts sociaux. Le divorce l'avait isolée, et après cela, elle n'avait jamais vraiment trouvé de connexion. Elle était seule, complètement seule. Le lendemain matin, elle a appelé sa banque. Elle a inventé une histoire sur une réparation urgente de voiture et des frais médicaux inattendus. L'employé de banque a vérifié sa solvabilité et a expliqué qu'un crédit de plus de 6 000 € était possible avec ses revenus et son moral de paiement précédent. C'est tout. Martina a pris le crédit, même si elle savait que ce ne serait pas suffisant. Avec ses économies, elle a réalisé 14 200 €. Il manquait encore 800 €. Elle a fouillé son appartement à la recherche de choses qu'elle pouvait vendre. Son ancienne collection de bijoux, quelques pièces de créateurs d'une époque meilleure, un appareil photo coûteux qu'elle n'avait jamais utilisé. Sur eBay, petites annonces, elle a tout vendu en 3 jours. Les acheteurs n'ont pas demandé pourquoi elle avait besoin de vendre si urgent, pourquoi les prix étaient si bas. Ils ont simplement pris les bonnes affaires et ont disparu. Le 6e jour, Martina avait réuni 15 000 €. Elle se sentait morte à l'intérieur. Le trajet jusqu'à la succursale de Western Union lui a semblé une marche vers sa propre exécution. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine remplir le formulaire. 15 000 € à Tariq Ben Salem à Tunis. Destination, aide financière pour un ami. L'employé derrière le comptoir la regarda d'un air méfiant. Il lui a demandé si elle connaissait personnellement la personne, si elle était sûre qu'il ne s'agissait pas d'une arnaque. Martina a log. Elle a dit que c'était un vieil ami en détresse. Tout allait bien. L'homme haussa les épaules et traita le virement. Lorsque l'argent disparut, Martina se sentit complètement évidée. Elle venait de sacrifier toute sa sécurité financière pour un extorseur. Le loyer pour les 3 mois suivants était parti, le soutien de Sophie pour le semestre suivant, chaque tampon de sécurité qu'elle avait. Mais au moins, c'était fini. Au moins, Sophie ne saurait rien. Au moins, les vidéos ne seraient pas publiées. Un SMS de Tariq a confirmé la réception de l'argent. Il a remercié pour le transfert rapide et a assuré que tous les enregistrements seraient supprimés. Martina a respiré profondément pour la première fois depuis des jours. C'était fini. Elle avait payé, elle était libre. Mais 3 jours plus tard, son téléphone a sonné à nouveau. Encore un numéro tunisien. Encore Tariq. Sa voix était amicale, presque excusante.
Il a dit qu'il y avait un petit problème. Les vidéos sont très populaires auprès de certains clients. En particulier, les hommes allemands paieraient bien pour de tels enregistrements. Il y a déjà plusieurs personnes intéressées. Cependant, pour 4 000 € supplémentaires, il pourrait détruire toutes les copies et évincer les personnes intéressées. Sinon, le matériel serait téléchargé sur un site web spécial d'ici la semaine prochaine. Martina se mit à crier. Elle avait payé, elle avait tout donné. Tariq resta calme. Il a déclaré que les 15 000 premiers euros n'étaient destinés qu'à la non-publication. La suppression des copies est une affaire distincte. À ce moment-là, Martina a compris toute l'ampleur de sa situation. Ça ne s'arrêterait jamais. Tariq la ferait chanter mois après mois jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien, jusqu'à ce qu'elle soit complètement à bout. Et même alors, il ne s'arrêterait pas. Elle était piégée dans un piège dont il n'y avait pas d'échappa. Martina raccrocha et s'assit immobile à la table de la cuisine. L'appartement autour d'elle semblait étrange, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Dehors, le tramway passait. Les gens s'occupaient de leurs occupations quotidiennes. La vie continuait. Seule leur propre vie était immobile, piégée dans un cauchemar dont il ne semblait pas y avoir de réveil. 4 000 €. Encore 4 000 €. Où devait-elle prendre l'argent? Elle n'avait littéralement plus rien. Son compte était vide, le crédit épuisé, tous les objets de valeur vendus. Dans 2 semaines, le loyer était dû, et elle n'avait même pas assez pour le payer. Le prochain paiement de salaire ne suffirait guère à couvrir les frais de fonctionnement, et encore moins à réunir une autre somme d'extorsion. Elle a essayé de penser rationnellement, de trouver une issue. Peut-être pourrait-elle demander à sa propriétaire de reporter, faire une autre demande de crédit, vendre quelque chose qu'elle avait oublié. Mais au fond d'elle, elle savait que cela n'avait aucun sens. Même si elle réunirait ces 4 000 € d'une manière ou d'une autre, la prochaine demande viendrait après. Et l'avant-demain. Tariq l'avait en son pouvoir, et il ne la lâcherait pas jusqu'à ce qu'elle soit complètement détruite. Cette prise de conscience l'a frappée de toute sa force. Elle n'était plus maîtresse de sa propre vie. Chaque décision qu'elle a prise, chaque euro qu'elle gagnait, était sous le contrôle d'un homme qu'elle n'avait jamais vu, assis quelque part en Tunisie, qui dirigeait sa vie comme un marionnettiste. Le lendemain, Martina est allée travailler comme en transe. Ses collègues ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Madame Berger, du service voisin, a demandé avec inquiétude si tout allait bien, si elle était malade. Martina a menti et a dit que c'était juste un rhume, rien de grave. Elle a passé la journée à traiter des documents sans vraiment enregistrer ce qu'elle faisait. Ses pensées tournaient sans cesse autour des vidéos, de Tariq, de la situation impossible dans laquelle elle était piégée. Pendant la pause déjeuner, elle était assise seule à la cantine, fixant sa nourriture intacte. Son téléphone vibrait. Un message WhatsApp d'un numéro inconnu. Elle l'a ouvert avec des doigts tremblants. C'était une capture d'écran du profil Instagram de Sophie, avec le message « Ta fille a un beau sourire, ce serait dommage qu'il disparaisse ». Martina a couru vers les toilettes et s'est vomi. La nausée était écrasante, non seulement physiquement, mais existentiellement. Ces gens ne connaissaient pas de frontières, n'avaient aucun scrupule. Ils attaqueraient vraiment Sophie si Martina ne payait pas. Mais comment allait-elle payer si elle n'avait pas d'argent? Elle se lave le visage à l'eau froide et se regarda dans le miroir. La femme qui la regardait la reconnaissait à peine. Des joues enfoncées, des cernes sous les yeux, une expression de désespoir total. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait déjà abandonné, et peut-être qu'elle l'avait fait aussi. Peut-être qu'il n'y avait vraiment plus d'issue. Ce soir-là, Sophie a appelé. Elle avait l'air joyeuse et parlait de son université, de nouveaux amis, d'un séminaire intéressant sur l'histoire européenne. Martina s'est forcée à sourire, bien que Sophie ne puisse pas la voir, et a fait semblant d'écouter avec enthousiasme. Elle posait les bonnes questions, riait aux bons endroits, jouait le rôle de la mère intéressée et fière. Intérieurement, elle se brisait de plus en plus à chaque seconde. Sophie n'avait aucune idée du danger dans lequel elle flottait.
Elle a vécu sa vie en supposant que sa mère avait tout sous contrôle, que le monde était un endroit sûr. Martina ne voulait pas lui enlever cette illusion. Lorsque la conversation s'est terminée et que Sophie a dit au revoir en disant « Je t'aime, maman », Martina a fondu en larmes. Elle a pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce qu'elle s'allongeait sur le canapé vide et épuisée. 3 jours plus tard, on a sonné à la porte de son appartement. Il était tard dans la soirée, un peu avant 22 heures. Martina a eu peur. Elle n'attendait personne et à cette heure-là, il n'y avait généralement pas de visiteurs. Elle ouvrit la porte d'une grande fente et se figea. Devant elle se tenait un homme qu'elle n'avait jamais vu. Il était grand, robuste, avait les cheveux noirs et une barbe bien entretenue. Ses vêtements étaient discrets, un jean et une veste sombre. Il sourit poliment et se présenta comme Mehdi, un ami de Tariq. Avant que Martina ne puisse réagir, il l'avait déjà dépassé dans l'appartement. Ses mouvements étaient déterminés, mais pas agressifs. Il ferma la porte derrière lui et fit signe à Martina de s'asseoir. Elle obéit mécaniquement, trop choquée pour contredire. Mehdi regarda autour de l'appartement, hocha la tête en signe d'appréciation et remarqua qu'elle avait une belle maison. Petit, mais confortable. Il s'assit sur le canapé en face d'elle, complètement détendu, comme s'il était un invité. Mehdi parlait allemand avec un fort accent, mais couramment. Il a expliqué que Tariq l'avait envoyé pour lui parler en personne. C'est parfois plus efficace que les appels téléphoniques, dit-il en souriant. Martina sentit ses genoux se ramollir. Cet homme ne connaissait pas seulement son adresse, il se tenait maintenant dans son appartement, dans son espace personnel. La menace n'était plus abstraite, elle était réelle et tangible. Mehdi a sorti son téléphone et a fait défiler une collection de photos. Martina faisant ses courses au supermarché au coin de la rue, en sortant de son bureau, en attendant à l'arrêt de tram. Même des photos de Sophie à Hambourg, sur le campus, devant son dortoir. Le message était clair, il savait tout. Il pouvait être n'importe où. Personne n'était en sécurité. Mehdi expliquait calmement qu'il devait comprendre que Tariq était un homme d'affaires. Il avait des dépenses, des obligations, des partenaires qui voulaient être payés. Les vidéos de Martina sont précieuses, très précieuses même. Il y a tout un site web qui vend de tels enregistrements, principalement à des hommes allemands, qui payaient bien pour du matériel authentique. Martina a eu la nausée à l'idée que quelque part sur Internet, ces moments les plus intimes étaient commercialisés comme des marchandises. Mehdi a poursuivi en disant que ces vidéos rapportaient environ 1 000 € par mois. Pour Tariq, c'est une bonne affaire, mais pour elle, c'est une catastrophe. Il fit une pause et la regarda droit dans les yeux. Puis il lui a fait une offre. 35 000 €, une seule fois, et tous les enregistrements disparaîtraient à jamais. Plus d'exigence, plus de pression, une coupe propre. Martina rit amèrement. 35 000 € étaient aussi inaccessibles pour eux qu'1 million. Mehdi hocha la tête avec compréhension, comme s'il s'attendait à cette réaction. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre, puis se tourna vers elle. « Il y a bien sûr des alternatives, » dit-il doucement. « D'autres façons de payer ses dettes. » Martina le fixa, incapable de comprendre ce qu'il voulait dire. Mehdi a patiemment expliqué qu'il y a beaucoup de femmes allemandes qui ont voyagé en Tunisie comme elle, seules à la recherche d'attention facile à impressionner. Si Martina était prête à contacter certaines de ces femmes, à les encourager à se rendre en Tunisie, peut-être même à leur faire des recommandations, alors sa dette pourrait être rapidement réglée. Pour chaque nouvelle femme qu'elle a placée, 5 000 € seraient déduits de sa dette. Martina s'est levée d'un bond, sa voix tremblante de colère et de désespoir. Elle a crié qu'elle ne ferait jamais ce qu'on lui avait fait à d'autres femmes. Mehdi leva les mains pour apaiser. « Personne ne veut la forcer à faire quoi que ce soit, a-t-il assuré. Ce n'est qu'une offre, une possibilité. » Puis il a mentionné Sophie avec désinvolture. À 19 ans, presque majeure, séduisante, vivant à Hambourg, loin de sa mère. Sophie a-t-elle des amis qui aiment aussi voyager? Martina se figea. L'implication était limpide. Si elle ne coopérait pas, il se tournerait vers Sophie.
Mehdi a quitté l'appartement en disant qu'elle avait 2 semaines pour se décider. Soit l'argent, soit la coopération, soit Sophie en supporterait les conséquences. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, Martina s'est effondrée sur le sol. Martina a passé la nuit blanche sur le sol de la cuisine, recroquevillée comme un animal blessé. Son corps lui faisait mal, ses pensées se sont précipitées de manière incontrôlable. La scène se déroulait encore et encore, avec Mehdi dans sa tête, sa voix calme, ses menaces polies, la façon dont il avait prononcé le nom de Sophie. Elle savait qu'elle était arrivée à un point où il n'y avait pas de retour en arrière. Soit elle irait à la police et risquerait que tout soit rendu public, soit elle continuerait à payer jusqu'à ce qu'elle soit complètement détruite. Ou pire encore, elle deviendrait complice, attirerait d'autres femmes dans le même piège qu'elle ne pouvait plus échapper elle-même. Cette dernière pensée la fit frissonner. Pendant un bref instant honteux, elle y avait en effet réfléchi, juste pour une fraction de seconde, mais c'était suffisant pour l'effrayer devant elle-même. Qu'est-il devenu d'elle? Jusqu'où était-elle déjà tombée? Lorsque l'aube a rampé à travers les fenêtres, Martina avait pris une décision. Elle irait à la police, non pas parce qu'elle croyait en la justice ou parce qu'elle espérait qu'on pourrait l'aider, mais parce que c'était la seule chose qu'elle pouvait encore faire sans perdre sa dernière dignité. Elle aurait besoin d'appeler Sophie et de tout lui expliquer. L'idée était angoissante, mais il n'y avait plus d'alternative. Une fois les vidéos publiées, Sophie devait l'apprendre de sa mère, pas par des messages anonymes ou du harcèlement sur Internet. Martina a pris une longue douche chaude, comme si elle pouvait l'utiliser pour laver la saleté qui collait à son âme. Elle s'est habillée avec soin, s'est peigné les cheveux, a même appliqué un peu de maquillage. Elle ne voulait pas apparaître à la police comme une femme complètement brisée. Elle voulait rayonner de contrôle, même si elle n'en avait plus. Le quartier général de la police de Francfort se trouvait dans le centre-ville, un complexe moderne de verre et de béton. Martina resta un moment devant l'entrée et prit une profonde inspiration. Puis elle est entrée dans le bâtiment. La zone d'accueil était fraîche et impersonnelle. La lumière au néon scintillait sur les sols en linoléum gris. Une jeune policière derrière un guichet a posé des questions sur sa demande. Martina ouvrit la bouche, mais au début, aucun mot ne sortit. Puis, elle a dit doucement qu'elle était victime d'un chantage. La policière hocha la tête et lui demanda de s'asseoir dans la salle d'attente. Martina s'est assise là pendant près de 3 heures, entourée d'autres personnes avec leurs propres problèmes. Une femme âgée qui avait été volée, un jeune homme qui a dû signaler un accident, une famille qui a signalé un cambriolage. Tout le monde semblait épuisé, frustré, mais personne ne semblait aussi détruit que Martina se sentait. Finalement, elle a été conduite dans un petit bureau au 2e étage. Le commissaire en chef de la criminalité Wolf les y attendait, un homme d'une 50aine d'années aux tempes grises et aux yeux fatigués, mais éveillés. Il lui offrit une chaise et s'assit en face d'elle. Sa voix était calme et professionnelle, sans pitié, mais aussi sans condamnation. Il a demandé ce qui s'était passé. Martina a commencé à raconter, d'abord hésitante, puis de plus en plus fluide. Elle a parlé de la Tunisie, de Yassine, de la nuit dans sa chambre. Elle a parlé des photos, des vidéos, de Tariq et de ses revendications. Elle a parlé de Mehdi, qui s'était tenu dans son appartement. Elle n'a rien laissé de plus, pas même les détails honteux, pas même sa propre naïveté. Le commissaire Wolf écouta sans les interrompre. Il prenait des notes, posait parfois une question, mais son expression du visage restait neutre. Lorsque Martina eut fini, Wolf se pencha en arrière et soupira profondément. Il lui a expliqué que les cas d'escroquerie romantique étaient malheureusement très fréquents, en particulier chez les femmes d'âge moyen qui voyageaient seules dans des pays d'Afrique du Nord. Les groupes d'auteurs opéraient de manière hautement professionnelle, principalement depuis l'étranger, utilisant des identités et des numéros de téléphone en constante évolution. Les poursuites judiciaires sont extrêmement difficiles, car les auteurs se trouvaient rarement en Allemagne, et les preuves n'étaient souvent pas suffisantes. Cependant, a-t-il ajouté, le cas de Martina est inhabituel parce que Mehdi s'est personnellement présenté en Allemagne.
C'était une erreur des auteurs, un risque qu'ils ne couraient normalement pas. Il y a donc une chance d'attraper au moins Mehdi. Wolf a promis de tout faire. Il a noté tous les détails sur Mehdi, s'est fait montrer le téléphone portable de Martina, a copié les emails et les messages, a enregistré les reçus de virements. Il les a vivement avertis de ne plus répondre aux demandes et de se manifester immédiatement si les auteurs prenaient à nouveau contact. Martina a quitté le poste de police avec des sentiments mitigés. D'un côté, elle se sentait soulagée d'avoir enfin parlé à quelqu'un, que quelqu'un était au courant. D'un autre côté, elle savait que la police ne pouvait pas faire de miracle. Les vidéos existaient toujours. Tariq était en sécurité en Tunisie, et la question de savoir si l'on trouverait Mehdi était plus que discutable. Sur le chemin du retour, elle a acheté une carte SIM prépayée et a appelé Sophie depuis une cabine téléphonique publique. Elle ne voulait pas que les extorqueurs s'aperçant qu'elle parlait à sa fille. Sophie a été surprise par l'appel inconnu, encore plus surprise lorsqu'elle a reconnu la voix de sa mère. Martina lui a demandé de venir immédiatement à Francfort. C'est important, très important. Sophie entendit le sérieux dans sa voix et promit de prendre le premier train le lendemain. Lorsque Sophie était à l'appartement le lendemain après-midi, elle a regardé sa mère et a eu peur. Martina avait perdu encore plus de poids. Ses vêtements étaient accrochés à elle comme à un porte-manteau. Ses yeux étaient au fond des grottes et ses mains tremblaient légèrement. Sophie la serra fort dans ses bras et lui demanda ce qui se passait. Martina s'est assise avec elle à la table de la cuisine et a tout raconté. Chaque détail, chaque vérité honteuse. Sophie écoutait en silence, son expression du visage passant de l'incrédulité à la colère, en passant par l'horreur. Quand Martina eut fini, les deux restaient assis là pendant un moment. Puis Sophie a dit doucement qu'elle était allée à la police. C'était la bonne chose à faire. Elle a demandé si les vidéos existaient vraiment. Martina hocha la tête en silence. Sophie a pris une profonde inspiration et a dit qu'elle s'en occuperait si cela s'arrivait. Que sa mère n'est pas à blâmer, que les coupables sont les coupables, qu'ils resteraient ensemble. Martina pleurait pour la première fois depuis des jours. Sophie lui tint la main et se tut. À ce moment-là, le fardeau sur les épaules de Martina était un peu plus léger. Elle n'était plus seule. Mais 2 jours plus tard, le téléphone de Martina a de nouveau sonné. C'était Tariq, et il avait l'air en colère. Sa voix avait perdu toute gentillesse. Il était déjà au courant de leur visite de police, ce qui a fait paniquer Martina. Comment l'a-t-il su si vite? Tariq a clairement indiqué que son passage à la police avait été une grosse erreur, une erreur qui aurait des conséquences. Pendant qu'il parlait, Sophie a reçu un message WhatsApp sur son téléphone portable, une courte vidéo de Martina et Yassine, seulement quelques secondes, mais assez claire. Et le message « Ta mère est une salope. Si l'argent n'est pas là d'ici dimanche, toute l'université le verra. » Sophie fixait son téléphone, le sang s'écassait de son visage. Elle a montré le message à Martina. Martina a immédiatement appelé le commissaire Wolf. Il a promis de prendre des mesures immédiates, mais a de nouveau souligné les difficultés rencontrées dans les cas internationaux. La coopération avec les autorités tunisiennes est compliquée. Tout peut être retardé. Il lui a conseillé d'aller à l'université avec Sophie et d'expliquer la situation avant que les extorqueurs ne puissent agir. Prendre le contrôle du récit à titre préventif est parfois la meilleure protection. Martina et Sophie se sont assises ensemble jusque tard dans la nuit et ont discuté de ce qu'il faut faire. Sophie était calme, étonnamment forte. Elle a dit qu'elle irait au service de conseil aux étudiants, qu'elle révélerait tout, qu'elle chercherait de l'aide, qu'elle ne laisserait pas ces criminels détruire sa vie. Martina admirait la force de sa fille et avait honte en même temps d'avoir mis Sophie dans cette situation. Lundi matin, Martina a accompagné sa fille à l'université de Hambourg. Ils avaient passé la nuit dans le train, tous deux incapables de dormir, raides de peur de ce qui allait arriver. Sophie avait insisté pour que sa mère l'accompagne. Elle ne voulait pas traverser cela seule. Le campus était dans le brouillard d'automne. Les étudiants affluent à leurs cours, riaient, discutaient, vivaient leur vie normale.
Sophie et Martina se sentaient comme des étrangères dans un monde qui ne leur appartenait plus. Ils se sont rendus directement au bureau du service de conseil aux étudiants où une femme nommée Dr Kemper les a reçus. Sophie a expliqué la situation calmement et objectivement, a montré le message sur son téléphone portable, a décrit le chantage. Le docteur Kemper écoutait attentivement. Son expression professionnelle cédait la place à une réelle inquiétude. Elle a assuré à Sophie que l'université prenait de tels cas très au sérieux et qu'il existe des protocoles pour protéger les étudiants dans de telles situations. Le docteur Kemper a immédiatement appelé le service de sécurité de l'université et a informé la direction de la faculté. En moins d'une heure, une équipe de crise a été constituée. Il a été décidé d'informer préventivement les conférenciers dans les cours les plus importants de Sophie, sans révéler de détails, seulement qu'elle avait été victime d'une attaque de cyber-intimidation. Sophie aurait la possibilité de passer des examens en privé si la situation dégénérait. Le service informatique de l'université a reçu l'ordre de rechercher des activités suspectes dans les réseaux étudiants. Martina a été impressionnée par l'efficacité et la compassion avec laquelle l'université a réagi. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentait quelque chose comme de l'espoir. Peut-être qu'il pourrait s'en sortir. Peut-être que Sophie ne serait pas complètement détruite. Mais mardi matin, peu après 8 heures, il était déjà trop tard. La vidéo avait trouvé son chemin dans plusieurs discussions de groupe de l'université. Quelqu'un l'avait téléchargée anonymement, avec le nom de Sophie, et la remarque que sa mère avait apparemment un passé intéressant. Sophie a reçu des dizaines de messages en quelques minutes. Certains étaient compatissants, d'autres curieux, d'autres tout simplement cruels. Dans son premier cours, elle a senti les regards, le bruit. Un camarade de classe à qui elle n'avait jamais parlé, elle sourit d'un air suggestif. Un autre a pointé ouvertement son téléphone et a ri. Sophie quitta la salle de conférence au bout de 20 minutes, incapable de continuer à supporter l'humiliation. Elle a appelé sa mère, sa voix s'est brisée. Martina est immédiatement allée à l'université, est allée chercher Sophie et l'a ramenée à Francfort. Dans l'appartement, ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Sophie ne pleurait pas, elle était comme étourdie. Martina se sentait complètement impuissante. Elle n'avait pas pu protéger sa fille, au contraire, elle l'avait plongée directement dans le malheur. Le commissaire Wolf a appelé dans l'après-midi. Il y avait des nouvelles, a-t-il dit, et elle semblait en fait pleine d'espoir. La police avait repué le téléphone portable de Mehdi via la requête de la cellule radio. Il était toujours à Francfort, probablement dans un hôtel ou un logement privé du quartier de la gare. Wolf avait déjà demandé un mandat de perquisition et s'attendait à pouvoir frapper dans les 24 prochaines heures. En outre, Interpol avait contacté les autorités tunisiennes à la demande de Wolf. Il y a aussi des enquêtes contre un réseau d'escroquerie romantique, peut-être le même groupe. Une coopération a été déclenchée. Martina n'osait guère espérer, mais pour la première fois depuis des semaines, elle ressentait quelque chose comme un soulagement. Peut-être que justice serait faite. Peut-être que ces hommes paieraient pour ce qu'ils lui avaient fait, ainsi qu'à tant d'autres femmes. Le lendemain, un mercredi, Wolf a reçu le feu vert pour le raid. Un commando spécial a pris d'assaut un hôtel délabré près de la gare centrale de Francfort tôt le matin. Mehdi a été arrêté dans la chambre 312, ainsi que 2 autres hommes, également originaires d'Afrique du Nord et qui faisaient apparemment partie du réseau. Lors de la perquisition, les agents ont trouvé 3 ordinateurs portables, plusieurs disques durs externes, des dizaines de téléphones portables prépayés et plus de 20 000 € en espèces. Sur les ordinateurs portables, ils ont découvert un véritable coffre au trésor de preuves. Des centaines de vidéos de femmes allemandes, autrichiennes et suisses, soigneusement cataloguées avec nom, adresse et détails financiers. Liste de personnes ciblées, instructions pour s'adresser aux victimes, transcription d'entretiens de chantage. Il s'agissait d'un crime systématique, organisé industriellement, qui allait bien au-delà de l'affaire de Martina. Wolf l'a appelé le même après-midi pour lui annoncer la nouvelle. Martina s'est mise à pleurer au téléphone, cette fois de soulagement.
Mehdi et ses complices ont été arrêtés, les preuves étaient écrasantes. Wolf a déclaré que le ministère public porterait plainte pour chantage, coercition et diffusion d'enregistrements pornographiques sans consentement. Les sanctions pourraient être considérables. Et il y avait encore d'autres bonnes nouvelles. Les autorités tunisiennes avaient en même temps procédé à une descente à Tunis. Tariq et 4 autres membres du réseau avaient été arrêtés. Yacine faisait également parmi les détenus. Le soulagement que Martina a ressenti était écrasant, mais il n'était pas complet. Les vidéos existaient toujours sur Internet, réparties sur différentes plateformes. Les experts en informatique de la police ont travaillé avec des partenaires internationaux pour les faire retirer, mais ce processus a été long. Certaines plateformes ont coopéré, d'autres ont ignoré les demandes. Wolf a averti Martina qu'il serait impossible de trouver et de supprimer chaque copie. Elle doit s'attendre à ce que les traces restent à jamais sur le net. Martina hocha la tête en silence. Elle s'y attendait. Internet n'a jamais oublié. Elle le savait. Mais au moins les coupables ont été arrêtés. Au moins, ils ne pourraient pas attirer encore plus de femmes dans le piège. Au moins, il y avait quelque chose comme la justice. Sophie a réagi différemment aux nouvelles. Elle était heureuse des arrestations, mais l'humiliation qu'elle avait vécue était irréversible. Elle a refusé de retourner à Hambourg. Elle a abandonné ses études, du moins provisoirement, et est restée à Francfort. Elle quittait à peine l'appartement, parlait à peine, mangeait à peine. Martina observait avec une inquiétude croissante sa fille, vivante et sûre d'elle, se retirer sur elle-même. Elle a exhorté Sophie à parler à une thérapeute, et après plusieurs semaines, Sophie a accepté à contre-cœur. Les premières séances étaient difficiles. Sophie était la plupart du temps assise là et se taisait. Mais lentement, très lentement, elle a commencé à parler. Sur la honte, sur la colère, sur le sentiment qu'on lui avait volé quelque chose qu'elle ne récupérerait jamais. Le procès de Mehdi et de ses complices a eu lieu 6 mois plus tard. Martina a dû témoigner, un calvaire qu'elle n'aurait guère osé faire. Dans la salle d'audience, elle était assise en face de Mehdi, qui la fixait d'un visage inexpressif. Elle a raconté son histoire devant les tribunaux, devant les juges, les avocats, les spectateurs, chaque détail humiliant. Quand elle a fini, elle s'est sentie épuisée, mais aussi soulagée. Elle avait dit sa vérité. Les avocats de la défense ont essayé de la présenter comme naïve et complice, mais le ministère public s'y est opposé. La charge de la preuve était écrasante. Les ordinateurs portables, les listes, les vidéos, les virements. À la fin, Mehdi a été condamné à 5 ans de prison, ses 2 complices à 4 ans chacun. En Tunisie, Tariq a été condamné à 6 ans de prison, Yacine à 4 ans. Les jugements étaient durs. Mais pour Martina, il ne se sentait pas comme une satisfaction. Il se sentait vide. Sophie n'était pas venue au procès. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas voir Mehdi, qu'elle ne voulait pas qu'on lui rappelle tout. Martina l'a compris. Quand elle est rentrée à la maison et qu'elle en a parlé à Sophie, sa fille a juste hoché la tête. Elle n'a rien dit, mais Martina a vu dans ses yeux qu'une partie de Sophie était cassée. Une partie qui ne guérirait peut-être jamais. La thérapeute avait averti Martina que le traumatisme ne disparaîtrait pas simplement parce que les auteurs sont punis, que le chemin vers la guérison serait long et rocailleux. Martina a commencé à comprendre que ce cauchemar ne s'arrêtait pas avec les jugements. Il l'accompagnerait encore longtemps, elle et Sophie, peut-être pour toujours. 2 ans se sont écoulés depuis le procès, mais pour Martina et Sophie, une vie normale ne s'est jamais rétablie. Ils vivent maintenant dans un petit appartement à Offenbach, une banlieue de Francfort. Martina avait abandonné son ancien appartement, non seulement pour des raisons financières, mais parce qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre dans les pièces où Mehdi s'était tenu. Chaque coin lui rappelait cette nuit-là, ses menaces, son impuissance. Le nouveau départ à Offenbach devait être une ligne finale, une tentative de laisser le passé derrière lui. Mais le passé ne se secoue pas si facilement, surtout lorsqu'il s'est gravé dans la mémoire. Entre-temps, Martina ne travaille plus à l'assurance.
Après le procès, elle a été en congé de maladie pendant des mois, et quand elle a voulu revenir, elle a senti l'atmosphère changer. Leurs collègues étaient au courant, l'histoire s'était répandue. Personne ne s'est adressé à elle directement, mais les regards compatissants, le silence entré lorsqu'elle entrait dans une pièce, étaient insupportables. Elle a démissionné après 3 semaines et a finalement trouvé un emploi dans une petite entreprise artisanale à Offenbach, où personne ne la connaissait, où personne ne demandait. Le travail est monotone, le salaire est nettement plus mauvais qu'avant. Mais Martina est reconnaissante pour l'anonymat. Ici, elle n'est qu'une autre employée, pas une histoire, pas une victime, pas un titre. Les nuits sont toujours les pires. Martina se réveille régulièrement en sueur parce qu'elle a rêvé que Mehdi était à nouveau à sa porte. Parfois, c'est Yacine, dans ses rêves, qui lui sourit avec ce sourire qui semblait autrefois si charmant et qui ne provoque plus que des nausées. Elle a appris à vivre avec les cauchemars, à les accepter comme faisant partie de sa nouvelle réalité. Sa thérapeute, le docteur Hartmann, dit que le stress post-traumatique prend du temps, que la guérison n'est pas linéaire. Martina hoche la tête lors de ces séances, mais intérieurement, elle sait que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Chaque sonnerie à la porte fait battre son cœur. Chaque appel inconnu la fait paniquer. Elle a perdu confiance dans les gens, en particulier dans les hommes. Les quelques fois où des collègues l'ont invitée à prendre un café, elle a refusé. La proximité semble dangereuse, la vulnérabilité comme une invitation à la catastrophe. Sophie a eu encore plus de mal. Elle a maintenant 21 ans, devrait être au milieu de ses études, vivre sa vie, faire des projets. Au lieu de cela, elle passe la plupart des jours dans l'appartement, travaillant occasionnellement dans un supermarché à la caisse, mais sans réelle perspective. Elle n'a jamais repris ses études à Hambourg. L'idée de retourner sur le campus, dans les salles de conférence où tout le monde la connaissait, où tout le monde avait vu la vidéo, est inimaginable pour elle. Elle s'est inscrite à Offenbach, dans une petite université, pour un enseignement à distance, en gestion d'entreprise, mais sa motivation est faible. Elle atteint à peine les exigences minimales, laisse s'écouler les délais, se déclare malade pour les examens. Martina regarde sa fille, autrefois si vivante, s'atrophier sous ses yeux et se sent impuissante. Sophie n'a pas eu de relation depuis l'incident, pas même un flirt. Elle dit qu'elle ne peut plus faire confiance à personne, que toute approche se sent comme une menace. Dans sa thérapie, à laquelle elle ne va que de manière irrégulière, elle parle à peine. Elle est assise là, fixant ses mains, répondant à une syllabie aux questions. La thérapeute a dit à Martina que Sophie souffrait de dépression sévère, peut-être aussi d'un trouble de stress post-traumatique. Elle prend des médicaments, des antidépresseurs qui atténuent les pires symptômes, mais ne guérissent pas. Parfois, Sophie dit à sa mère « Je t'ai dit de faire attention. Je le savais. » Le reproche n'est pas prononcé, mais il est toujours suspendu dans la pièce. Martina porte cette culpabilité comme un manteau lourd qu'elle ne peut jamais enlever. La relation entre mère et fille a changé. Il n'y a plus de facilité, plus de conversations insouciantes. Tout est éclipsé par ce qui s'est passé. Ils vivent côte à côte, liés par un traumatisme, mais séparés par la douleur. Martina essaie parfois de briser la glace, propose des excursions, des dîners ensemble, des sorties au cinéma. Sophie accepte rarement, et si c'est le cas, elle est assise là, apathique, physiquement présente, mais mentalement loin. Martina a cessé de pousser. Elle respecte le retrait de Sophie, même s'il fait mal. Le contact avec le reste de la famille est également rompu. Claudia, la sœur de Martina, ne lui parle plus. Après le procès, elle a envoyé une lettre dans laquelle elle a accusé Martina d'avoir été imprudente et égoïste, qu'elle avait mis Sophie en danger, qu'elle avait fait honte à toute la famille. Martina n'a jamais répondu. Qu'aurait-elle dû dire? Que Claudia avait raison. Elle le savait elle-même. De vieilles amies se sont retirées, certaines par incertitude quant à la façon de gérer la situation, d'autres par condamnation. Martina est devenue une laineuse, quelqu'un dont on parle derrière la main. Elle a appris à vivre avec.
La solitude est désormais plus familière que la société. Les vidéos existent toujours sur Internet, dispersées sur des sites obscurs qui sont à la poursuite judiciaire. Parfois, dans les moments de faiblesse, Martina google son propre nom, trouve des traces, des captures d'écran, des commentaires. C'est comme gratter une blessure qui ne guérit jamais. Elle sait qu'elle devrait laisser tomber, mais la contrainte est plus forte. Elle veut savoir à quel point elle est visible, à quel point sa vie a été rendue publique. Les experts en informatique de la police lui ont dit qu'avec le temps, l'attention s'estompait, que le contenu se perdrait dans le flot de nouvelles données. Mais Internet n'oublie jamais complètement. Il archive, stocke, conserve des moments qui devraient être oubliés. Mehdi et ses complices purgent leur peine, quelque part dans des prisons allemandes. Martina ne sait pas où exactement, et elle ne veut pas savoir. L'idée qu'ils seront à nouveau en liberté dans quelques années la remplit de peur. Mehdi va-t-il la chercher? Va-t-il vouloir se venger? Le commissaire Wolf lui a assuré qu'après la libération, des conditions de probation s'appliqueront et que les hommes devront quitter le pays. Mais Martina ne fait plus confiance à de telles promesses. Elle a appris que les systèmes sont faillibles, que la protection peut être une illusion. En Tunisie, Tariq et Yassine sont également emprisonnés, mais Martina sait d'ici les dossiers de l'enquête que le réseau existe toujours. D'autres ont pris leur place, de nouveaux animateurs dans les hôtels, de nouveaux contacts, de nouvelles victimes. La machine continue de fonctionner, implacablement et de manière rentable. Les femmes continuent de voyager en Tunisie, au Maroc, en Égypte, à la recherche du soleil, de la détente, peut-être aussi de l'amour. Et certains d'entre eux tombent dans le même piège que celui dans lequel Martina. Parfois, Martina pense à rendre son histoire publique, comme un avertissement, comme un éclaircissement. La police lui a demandé de participer aux campagnes de prévention, de manière anonyme ou avec son visage. Jusqu'à présent, elle a refusé. L'idée de devenir encore plus visible, encore plus vulnérable, c'est trop. Mais peut-être, pense-t-elle parfois, peut-être qu'elle pourrait aider d'autres femmes, peut-être que leur souffrance pourrait avoir un sens, si elle dissuadait ne serait-ce qu'une seule femme de faire la même erreur. Sophie a catégoriquement refusé de parler publiquement de ce qui s'est passé. Elle veut être oubliée, pas rappelée. Elle veut être invisible, pas faire partie d'une campagne. Martina respecte cela, même si elle pense parfois que le silence protège les auteurs. Mais Sophie a assez souffert. Elle a le droit de choisir sa propre façon de faire face, même si cela signifie se retirer, se cacher. Certains jours, surtout les jours ensoleillés, lorsque d'autres personnes rient et profitent de la vie, Martina est envahie par une profonde tristesse. Elle pense à la femme qu'elle était autrefois, avant la Tunisie, devant Yassine surtout. Une femme qui croyait en l'amour, qui était pleine d'espoir, qui avait des rêves. Cette femme n'existe plus. Quelqu'un d'autre est entré à sa place, quelqu'un de plus prudent, de plus anxieux, brisé. Martina pleure son ancien moi comme une amie décédée. Parfois, elle se demande si la guérison est possible, ou si l'on apprend simplement à vivre avec les cicatrices. Le docteur Hartmann dit que guérir ne signifie pas revenir à l'ancienne personne, mais devenir une nouvelle version de soi-même. Martina comprend cela intellectuellement, mais émotionnellement cela ressemble à une défaite. Pourtant, il y a de petits moments d'espoir. Le mois dernier, pour la première fois depuis longtemps, Sophie a ri, vraiment ri, d'une comédie stupide à la télévision. Martina était assise à côté d'elle et sentit quelque chose se détacher dans sa poitrine. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être y avait-il un moyen de revenir à la vie, même s'il était long et rocailleux. Martina a recommencé à peindre, un vieux passe-temps de sa jeunesse. Rien de grand, juste des aquarelles simples, des paysages, des fleurs. Cela l'aide à organiser ses pensées, à ne pas penser à Yassine ou Mehdi pendant quelques heures. Sophie s'est récemment acheté un chaton, une petite chose grise qu'elle a appelée Mira. Elle prend soin de l'animal avec amour, lui parle, se moque même parfois de ses escapades. Ce sont de minuscules pas, à peine visibles, mais ils sont là. L'histoire de Martina et Sophie n'est pas une histoire avec une fin heureuse. Il n'y a pas de rétablissement triomphal, pas de retour à la normale.
Mais c'est une histoire de survie. Chaque jour qu'ils traversent, chaque matin où ils se lèvent et continuent, c'est une petite victoire contre les hommes qui ont essayé de les détruire. Martina sait maintenant que des milliers de femmes sont victimes d'une arnaque romance chaque année en Allemagne. Elle sait que le nombre de cas non déclarés est encore plus élevé parce que beaucoup se taisent par honte. Elle sait que les auteurs continuent de travailler, non impressionnés par des arrestations isolées, protégés par les frontières nationales et l'anonymat numérique. Mais elle sait aussi qu'elle n'est pas seule, que d'autres femmes vivent la même douleur, la même honte, la même colère. Si cette histoire aide ne serait-ce qu'une seule femme à reconnaître les signaux d'alarme, à être plus prudente, à ne pas tomber dans le même piège, alors la souffrance de Martina a peut-être un sens. Si une seule mère peut mieux protéger sa fille parce qu'elle a entendu parler de l'histoire de Martina, alors raconter n'était pas en vain. Les cicatrices resteront chez Martina et chez Sophie. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais peut-être que la force, la conscience, la capacité d'aider les autres peuvent aussi grandir à partir de cicatrices. C'est peut-être la seule forme de justice qui compte vraiment. Pas les jugements contre les auteurs, mais la prévention de nouvelles victimes. Martina et Sophie continuent à vivre, jour après jour, avec leur douleur, mais aussi avec l'espoir silencieux que la vie puisse à un moment donné être plus que la survie. Qu'à un moment donné, il sera à nouveau possible de rire, de faire confiance, peut-être même de bonheur. D'ici là, ils suivent leur chemin, lentement, prudemment, mais ils vont. Et c'est plus que ce qu'ils auraient parfois cru possible.